Merci beaucoup, Axel. Et c'est vrai que ton intervention fait penser, tu as cité beaucoup de peintres, d'artistes, d'écrivains. Et pendant que tu parlais, je pensais aussi à ce poète qui a été handicapé à cause de la guerre et qui a produit une œuvre absolument magistrale qui s'appelle Joë Bousquet, qui s'est retrouvé crucifié en quelque sorte sur son propre lit, mais qui a fait de son lit et de sa minuscule chambre le monde entier. Et à partir de cette souffrance et de cette immobilité, et ben justement, il a pu commencer à écrire. Et si vous n'avez jamais lu Joë Bousquet, je vous encourage fortement à le faire parce que c'est d'une beauté, d'une fulgurance qui aujourd'hui encore n'a pas pris une ride. Alors Elisabeth, c'est à vous. Je vous donne le micro. Merci. Je suis honorée de parler après vous. Et combien je suis enthousiaste de ce que vous avez dit, car j'ai, comme d'autres, été surprise par la puissance des créations réalisées par les personnes les plus dépendantes, celles qui sont polyhandicapées que j'accompagne, et qui y montrent un dynamisme de création sans censure dans l'abstrait, car elles n'ont pas accès à souvent au-delà, mais qui créent de la beauté avec tout eux-mêmes. Et donc, on multiplie maintenant les situations qui leur permettent de le faire. Je reviens à mon propos, qui est celui de mon dernier livre paru, et qui s'intitule « Personnes valides, personnes handicapées », et c'est d'ailleurs l'inverse que j'ai mis, « ensemble, semblables et différentes ». J'ai éprouvé le besoin d'approfondir cette idée avec un groupe de réflexion qui réunissait des parents et des professionnels pendant 2 ans et demi et qui était centré sur la situation de polyhandicap. Mais je l'ai étendu à toute situation de différence, y compris les différences ethniques et de la couleur de peau. Toutes amènent un regard des autres qui recouvre la personne dans son unique différence. Et Shakespeare lui-même a fait dire à Hamlet il y a 400 ans, comment se fait-il qu'à partir du moment où une personne est touchée par hasard d'une différence, tout ce qu'elle est par ailleurs disparaît aux yeux de tous. Et les personnes que j'ai accompagnées dans toutes sortes de situations, y compris ceux qui sont arrêtés toutes les 5 minutes pour un contrôle d'identité, parce que leur couleur de peau n'est pas celle de la population dominante, enfin la plus présente, on va dire. Toutes dénoncent la souffrance supplémentaire par rapport aux contraintes du handicap, par exemple, que leur impose ce regard des autres qui ne voient que cette différence et ne voient plus et ne saluent plus leur personne dans tout ce qu'elle a de semblable en tant que personne humaine. Donc ce livre a au début tracé, si vous voulez, comment l'équilibre entre la diffusion de la différence et nous, professionnels, nous sommes les premiers à le faire parce que nous sommes formés et nous avons choisi des métiers pour réparer les différences, du moins ce qu'on imagine dans nos motivations. Alors que, avant tout, les personnes qui viennent nous consulter demandent à être accueillies en tant que monsieur, madame, Françoise, Jacqueline, s'ils sont enfants, en tant que personnes humaines dont nous devons soigner
la différence autant qu'il est possible et malheureusement en acceptant nos limites de soi. Donc j'ai revu le parcours et ce que m'en témoignent les personnes que j'ai accompagnées et l'équilibre entre le regard sur la différence pour la réduire et l'accueil de la personne dans tout ce qu'elle a de semblable à tout le monde et singulièrement dans ses aspirations et ses valeurs de vie, il évolue cet équilibre-là. Il est fracassé au moment de la révélation, car les médecins n'ont pas encore appris que les premiers mots de diagnostic doivent succéder à un accueil des parents en tant que parents et du nouveau-né en tant que nouveau-né, en tant qu'enfant de ses parents. Donc d'emblée, nous les mettons sur la voie non seulement de la douleur, elle est là, mais d'un fracas du semblable, en ne parlant que de ce qui sera des contraintes et des limitations de liberté en fonction de telle ou telle situation de handicap sensoriel ou moteur ou d'association de plusieurs déficiences. Or, tout au long de la vie, cette emprise de la différence va diminuer dans le meilleur des mondes, mais même naturellement, parce que les parents, d'une part, défendent très tôt leur enfant en tant qu'enfant, et avant de le soutenir en tant qu'enfant aveugle ou sourd ou polyhandicapé. Et l'enfant lui-même, à partir de l'adolescence, va prendre une pleine conscience, si on veut bien l'y aider, et en tout cas si on ne le lui interdit pas par des excès de soins et de particularisation, va conquérir sa propre identité. Plus tôt, mais elle éclate à la différence, à l'adolescence. Et moi-même, je vous avoue que c'est au moment où je m'occupais d'adolescents pubères, comme tout le monde, et désireux d'habiter leur corps différent et la puissance de désir qui l'accompagne, c'est à ce moment-là que pour la première fois dans mon parcours professionnel, je me suis dit tout n'est pas polyhandicapé quand on est polyhandicapé, et que j'ai commencé à changer de regard. Un magnifique livre que je vous recommande et qui est là, de Daniel Moïse, parle mieux que moi de la révolution nécessaire du regard, mais elle reste toujours à faire.